Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines sur la chaîne Techno, un entretien avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous allons parler de téléconnecté, de convergence avec Christophe Holnet, PDG de NetGem. Christophe Holnet est un patron star de l'innovation en France. De 2001 à 2005, il dirige la filiale française de Microsoft. En 2005, il rejoint la société Altran comme directeur général, mais il quittera l'entreprise un an plus tard. Aujourd'hui, Christophe Holnet est CEO de NetGem, poids lourd français de la téléconnecté, fournisseur de box triple play pour les opérateurs. Ce grand connaisseur de notre environnement numérique se consacre au développement de nouveaux outils dédiés à la convergence des écrans connectés. Bonjour Christophe Holnet. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro de l'Appart. Alors Christophe Holnet, vous êtes le PDG de NetGem, qui est une société française, mais que peu de personnes finalement connaissent. Est-ce que vous pouvez nous présenter NetGem ? Oui, NetGem n'est pas forcément très connue parce que c'est une activité B2B essentiellement. Donc l'entreprise, elle fournit des solutions de télévision Internet pour les opérateurs télécoms essentiellement, pour les aider à bâtir des solutions qui vont permettre de développer la relation avec leurs abonnés, de les garder et puis de développer leur chiffre d'affaires avec leurs abonnés. Alors la télévision Internet, la télévision connectée, on en parle beaucoup, mais on a l'impression qu'on ne la voit pas vraiment. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui ? C'est une réalité en France avec le triple play et on a été même précurseur parce qu'aujourd'hui vous avez 10 millions de foyers en France qui regardent la télévision par Internet. Et donc ce qu'amène le triple play, la box télé, c'est elle connecte la télé, donc la télé devient connectée. Donc on a des télés on a des télés connectées aujourd'hui. Elles sont faites par l'entremise d'une box, mais c'est très peu utilisé en fait. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que la télévision connectée, c'est plus vraiment le problème de l'utilisateur, le consommateur. Il y a un phénomène qui s'est produit au cours des 3 dernières années, qui est le phénomène des tablettes, des multiplications d'écrans dans la maison. La fameuse image d'Épinal, de la famille telle qu'on est ici sur ce canapé, regardant tous le même écran à un même moment, c'est terminé. Regardez chez vous, si vous avez des ados, vous avez chacun est dans sa pièce, chacun avec sa tablette, voilà. Chacun son écran. Et puis parfois même quand on est 2 à regarder le même écran, on a chacun un écran personnel sur lequel on fait des choses plus ou moins liées d'ailleurs à ce qui est sur l'écran. Donc on voit bien qu'on est dans un monde où on est passé de N personnes, un écran, à N personnes, M écran, et que le challenge pour des acteurs comme nous, c'est de faire en sorte de pouvoir agréger les contenus, les diffuser, les distribuer à tous les écrans de la maison, à tout moment, à tous les consommateurs potentiels. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui. C'est plus tellement la télévision connectée, mais la maison connectée. Quelle est la timeline à la fois de NetGem et de Christophe Holnet ? La timeline de NetGem, elle le porte en 4 dates, je crois. La première, 1996, la fondation de NetGem par Joseph Haddad, qui en est toujours le président du conseil d'administration, et qui a créé l'entreprise avec cette vision d'ouvrir la télévision au monde de l'Internet. Et je me souviens très bien, moi, de ces petites boîtes qu'on présentait qui étaient censées se connecter au téléviseur, avec un clavier qu'on mettait sur les genoux. C'est-à-dire qu'on apportait l'Internet sur la télé, en fait. Voilà, c'était l'époque Web TV. Ça n'a pas été un gros succès, d'ailleurs, Web cette histoire-là. Non, Thomson Tac, et NetGem avait son boîtier. Et l'entreprise a pas un grand succès, mais si vous voulez, dans les années 90, à la fin des années 90, les opérateurs télécoms voulaient tous se positionner comme des acteurs de la convergence, donc ils achetaient ces box qu'ils donnaient plus ou moins ou pas à leurs consommateurs, et l'entreprise a fait une croissance très forte, une hypercroissance à la fin des années 90, s'est introduite en bourse en mars 2000 et à l'été 2000 valait 2 milliards d'euros. On a rapidement signé quelques contrats, dont un dont on est très très fier avec Telstra en Australie. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 foyers qui ont déployé la T-Box, qui est une box dont le matériel et le logiciel est fait par NetGem. Et donc, c'est quelle meilleure preuve de la capacité à s'internationaliser que de vendre à un opérateur télécom un produit sur lequel il met sa marque à 20 000 km de la France. Un mot quand même sur votre timeline perso, parce que vous avez quand même un joli parcours de patron, notamment chez Microsoft. Qu'est-ce que vous gardez de cette période chez Microsoft ?
Je me souviens que quand j'ai dit à mes parents que je rentrais chez Microsoft, ils m'ont fait répéter 2 fois le mot. Ils ne connaissaient pas. Il faut bien vous rendre compte qu'à l'époque, Windows n'était pas là. Non, bien sûr. Le PC était vraiment un outil d'entreprise. On utilisait Lotus 1.2.3, voilà, point. J'ai déménagé, je suis parti habiter au Japon, où j'ai été le bras droit du patron Asie, dans un job de développement, de potentiel, comme on pourrait le dire aujourd'hui, mais ça n'existait pas de cette façon-là. Et puis ensuite, je suis allé à Singapour, où j'ai dirigé l'Asie du Sud. 7 pays, de l'Inde, Singapour, Philippines, Malaisie, donc une ouverture à des cultures très différentes, et c'est une expérience absolument formidable. On m'a rappelé en 2001 pour venir président de Microsoft France. Bon, ça ne se refuse pas en tant que Français. Je dois dire que c'était un peu dur de quitter Singapour, en y ayant passé finalement assez peu de temps. Mais bon, je suis revenu en France. Et là, gros changement, si vous voulez. Genre, en mars, je sais pas, à l'été 2000, je fais un voyage avec Bill Gates en Inde. Et bon, c'était une rockstar là-bas. Et j'arrive en France, 2001, le 11 septembre, Bush, la guerre en Irak, l'anti-américanisme. Bon, c'était moins drôle à gérer. etc. Et alors, bon, le problème d'image de Microsoft était compliqué. Quelles sont vos phases, Christophe Honnête? Je crois que l'expérience Altran a été d'une certaine façon vécue, en tout cas perçue comme un échec, à savoir que effectivement, je n'ai probablement pas suffisamment compris ce qu'était un job de CEO par rapport à un job de COO, si je puis dire, c'est-à-dire que cette dimension de management, notamment du conseil d'administration, du fait de prendre un certain nombre d'engages de sécurité sur le long terme, sur la capacité. C'est quoi, il faut être plus politique d'autonomie. Oui, il faut déjeuner plus souvent avec les membres du conseil d'administration. Et il faut s'assurer que... Je venais d'un environnement finalement un peu policé. Microsoft peut peut-être apparaître dur, mais en fait c'était une entreprise qui était très bien. La gouvernance était claire. Oui, c'était stable. C'était stable. Puis il y a une grosse différence entre être directeur général de la filiale la plus importante de l'entreprise la plus prestigieuse que d'être CEO, d'avoir c'est-à-dire que vous vous retrouviez Steve Ballmer en quelque sorte. Voilà, vous passez, et ça n'a rien à voir. Quelles sont les innovations qui vont bouleverser justement la télé dans les années qui viennent? D'abord, on voit une bataille mondiale là, qui est en train de se produire entre 4 plaques tectoniques, si je puis dire. Vous avez les acteurs de l'électronique grand public, les Samsung, Sony, LG, of the world qui veulent finalement, qui regardent avec probablement beaucoup d'intérêt ce qu'a réussi à faire Apple. Ils se disent, moi aussi, je vais vouloir capturer l'utilisateur, c'est-à-dire faire en sorte que quand je me connecte à ma Samsung TV, je sors ma carte bleue et puis je deviens connecté et j'ai un service. Vous avez les acteurs globaux de l'Internet, les Google, Netflix, Amazon, Microsoft d'une certaine façon, qui se disent, non, nous on va venir avec des solutions globales, over the top, qui vont complètement commoditiser les réseaux et qui vont venir par-dessus tout ça et prendre toute la valeur ajoutée de l'utilisateur. Vous avez les acteurs du monde du broadcast, qui essaient désespérément, qui sont probablement les moins bien placés dans cette guerre parce que leur modèle est un modèle basé sur un modèle basé. D'abord, ils n'ont pas les poches moins profondes. Ils ont un modèle basé aussi sur le monde broadcast. Or, aujourd'hui, on va vers le monde on-demand. Voilà, donc, le monde on-demand, c'est de la télévision plus interactive, plus à la demande du consommateur, de la télévision, de la publicité. Donc, le modèle de revenu qui est un modèle publicitaire pour le plus grand nombre est très challengé. Et puis, vous avez enfin les acteurs de télécom ou services opérateurs. Les câbles opérateurs, c'est pareil, qui eux ont une valeur ajoutée importante. Ils ont cette connexion au consommateur, cette relation de facturation, cette capacité à les facturer, à leur donner du service, même si on peut les critiquer. Si vous avez un problème avec votre télé Samsung, qu'est-ce que vous appelez? Vous appelez personne, hein, vous débrouillez. Alors que quand même si la hotline c'est compliqué, vous pouvez quand même avoir une assistance chez Free, chez SFR, chez Orange. Donc les acteurs, et puis les acteurs télécoms, ils ont un dernier atout, c'est qu'ils sont très ancrés dans les écosystèmes locaux. Alors la télévision, c'est pas seulement CNN, Disney, YouTube, c'est aussi M6 en France, M6 Replay, c'est aussi Mediaset en Italie, c'est Sky Player, BBC iPlayer. Donc c'est du global local. La réalité des utilisateurs, c'est qu'ils ont plusieurs fournisseurs à la maison. Donc comment vous allez expliquer que sur votre télé LG, vous accédez à tel type de VOD, à tel type d'interface, vous avez tel type d'expérience client, et puis sur votre télé Samsung, c'est une autre expérience client, puis sur votre PC, c'est autre chose? Non, moi je pense qu'au contraire, c'est une opportunité pour nous pour apporter peut-être des box un peu différentes, peut-être moins importantes, plus réduites, plus simples, éventuellement un dongle, que sais-je, mais qui amènera l'expérience consommateur de façon homogène et uniforme, notamment parce que les utilisateurs, si on veut s'adresser vraiment hors dehors des geeks, au grand public, il faut finalement que la méthode d'accès à la télévision, elle soit fluide, elle soit homogène d'un écran à l'autre.
les services soient disponibles sur tous les écrans de la maison. Alors, quel genre de geek êtes-vous? D'abord, côté mobile, vous êtes plutôt iPhone, Android, Windows Phone? Alors moi, j'ai plutôt été toujours connecté, donc il se trouve que, vous surprendre ou pas vous surprendre, j'ai un Windows Phone c'est vous, pour alors. mon accès. C'est moi et finalement la part de marché. Oui, j'ai un Windows Phone. Vous avez encore des gènes Microsoft alors, Christophe Voilà, Honnête. probablement. Alors, il y a deux choses. Il y a un attachement. D'abord, je pense que Windows Phone, pour mon utilisation professionnelle, c'est très bien intégré à mon environnement et j'en suis très satisfait. Donc il y a peut-être un peu d'attachement émotionnel. Et puis il y a une petite dose de provocation, parce que je suis entouré de beaucoup de Linuxiens Voilà, qui me d'accord. considèrent comme vendu à Microsoft, donc je l'ai fait un peu par provocation. Mais j'en suis très content. Et puis à titre personnel, j'ai un Android Galaxy S2, et parce que je l'ai fait essentiellement pour, avant j'avais un iPhone, c'est pour rester ouvert aussi à d'autres écosystèmes et puis comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, ce monde Android qui est aussi très important dans notre univers professionnel. Donc voilà, j'ai les deux téléphones. Et je suis plutôt du genre toujours connecté. Alors justement, si vous êtes toujours connecté, vous êtes présent sur les réseaux sociaux aussi, vous êtes plutôt Facebook, plutôt Twitter, les deux? À titre professionnel, je suis essentiellement LinkedIn en fait, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès faits sur LinkedIn, que même la homepage, la façon dont il enrichit récemment. Donc là, c'est plutôt pour votre business, enfin pour le business Voilà, et pour et poursuivre votre rester en- carrière professionnelle. C'est plutôt pour rester en contact avec tout un ensemble. Voilà, on dit il faut aller prospecter. Je sais pas moi, Télécom Slovénie, bon, je dis voilà, sur mon réseau, qui connaît le patron de Télécom Slovénie? Et comme ça, j'arrive à avoir les contacts et ça marche très bien. Donc je l'utilise aussi beaucoup pour le business. Donc j'ai environ 900 contacts professionnels du monde telco, télécom, médias. Et puis côté personnel, là, et donc sur LinkedIn, je suis très strict sur le fait de ne pas accepter d'autres sollicitations. Oui, c'est vraiment, on va dire, un axe professionnel. J'avoue que Facebook, je l'utilise de moins en moins. Peut-être le côté un peu expose yourself, ado attardé. Bon, c'est pas mon truc. Voilà, ça permet de se maintenir un peu à l'actualité personnelle finalement d'un certain nombre de personnes. Et puis poursuivre peut-être vos enfants ou votre famille ou non. Voilà, bon, on a des Ça par sert des beaucoup à voies, ça maintenant par aussi. des voies diverses, mais enfin les enfants vous excluent rapidement de, Voilà, de c'est la vrai. zone d'amis, mais enfin vous avez quelques espions. Et puis Twitter j'utilise Twitter beaucoup en fait, de plus en plus. En fait, j'ai switché de Facebook vers Twitter et j'alimente d'ailleurs Facebook par Twitter. Et je trouve que Twitter c'est formidable. C'est vraiment vous savez, on parlait à un moment des portails, vos portails personnalisés. D'une certaine façon, Twitter, c'est devenu ça. C'est-à-dire que vous vous connectez sur Twitter le matin, vous avez vos abonnements, vos followers qui vous donnent des infos sur ce qui vous concerne, vous avez vos hashtags, et finalement, vous prenez le pouls de tous vos centres d'intérêt. Et comme j'ai aussi un engagement politique par ailleurs, puisque je suis premier adjoint à la mairie de Neuilly, et adjoint aux affaires économiques, eh bien je constate à quel point Twitter est devenu un outil extrêmement utilisé en politique, et je l'utilise aussi beaucoup dans ce domaine-là. Très bien, en tout Très cas bien. on sait où vous joindre. Pour le business, c'est LinkedIn et sur Twitter si on veut vous suivre. Merci beaucoup Christophe Honnête d'avoir Merci. été notre Merci. invité dans l'appart. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour encore une fois rencontrer un décideur de l'innovation. À très vite. Salut à tous.